dans les ombres dorées du palais impérial, un adolescent a été transformé contre sa volonté, non par choix ou par destin, mais par le désir d'un homme qui confondait pouvoir et propriété. Il s'appelait Sporus, ou du moins c'est ainsi qu'il fut appelé plus tard, et son histoire était enfermée entre les murs de la Domus Aurea, où le luxe cachait la souffrance. Privé de son identité et modelé selon les fantasmes d'autrui, Sporus fut habillé, coiffé et présenté comme une figure féminine à la cour. Son corps, encore fragile, était orné de parfums et de bijoux, mais ses yeux racontaient une autre histoire, celle d'un enfant contraint de devenir un symbole, non pour la gloire, mais au gré de l'Empire. Il ne s'agit pas seulement d'un empereur et de sa favorite, mais d'une vie arrachée, d'une âme réduite au silence. Sporus n'a pas choisi son destin, mais dans son silence et sa faim, il a trouvé une forme de résistance. C'est l'histoire de comment le pouvoir, lorsqu'il déborde, peut anéantir une personne jusqu'à ce que la seule liberté possible soit la disparition. Pour comprendre comment Sporus s'est retrouvé dans ce bloc opératoire impérial, il faut remonter à l'époque où il n'était encore qu'un bel esclave sur les marchés romains. Il naquit vers 50 après Jésus-Christ, dans une région de l'Empire où la pauvreté transformait les enfants en marchandises. Elle n'a jamais connu ses parents, elle ne se souvenait plus de son vrai nom. Dès son plus jeune âge, sa seule valeur résidait dans une beauté qui, ironiquement, allait causer sa perte. Les marchands d'esclaves avaient un œil attentif pour la perfection physique qui obsédait les patriciens romains. L'enfant qui allait devenir Sporus possédait cette combinaison fatale, des traits délicats, une peau douce, des cheveux blonds et une grâce naturelle qui le faisait davantage ressembler à une statue grecque qu'à un être humain. En 64, alors que les flammes du grand incendie de Rome couvaient encore parmi les ruines, l'enfant arriva au palais impérial. Néron, alors au comble de la folie, venait de perdre Poppée Sabine, sa seconde épouse. L'empereur sombra dans un deuil pathologique, obsédé par l'idée de ressusciter sa défunte épouse. C'est dans cet état d'esprit que son regard se posa sur l'esclave de 15 ans. Il ne voyait pas un enfant, il voyait la possibilité de réaliser l'impossible, transformer un garçon en une réplique vivante de Poppée. La décision fut prise en un instant, avec la même froideur avec laquelle on commande le dîner. L'enfant fut emmené dans les appartements privés de l'empereur, où commença sa transformation de personne en objet. Son visage fut comparé à celui des bustes de Poppée, ses proportions furent évaluées par des artistes et des médecins. Chaque détail de son humanité fut catalogué et planifié pour sa destruction. L'opération de castration fut pratiquée en 65 après Jésus-Christ, selon la même cérémonie consacrée aux rituels religieux les plus sacrés. L'opération lui ôta non seulement les testicules, mais aussi toute trace d'anatomie masculine. Les préparatifs durèrent des jours, son corps fut purifié, oint et préparé en offrande au dieu de la folie impériale. À son réveil, il n'était plus le même. La castration n'était pas une simple mutilation, c'était une mort civile. Les castrés perdaient tous leurs droits, y compris celui d'être considérés comme des êtres humains. Ils devenaient une catégorie à part, vivant dans un vide juridique qui les rendait vulnérables aux caprices de leur maître. Le véritable supplice commença après l'opération. Néron ne cherchait pas simplement une amante féminisée, il voulait littéralement ressusciter Poppée Sabine à travers le corps mutilé de Sporus. Les premiers mois furent une école de féminité forcée qui aurait horrifié même les Romains habitués aux excès de leurs empereurs. Chaque journée commençait avant l'aube par des séances d'entraînement vocal. Sa voix devait imiter le timbre particulier de Poppée. Les professeurs avaient étudié des enregistrements de cire de la voix de la défunte impératrice et forçaient Sporus à répéter des phrases jusqu'à ce qu'il parvienne à une imitation parfaite. En cas d'échec, il était battu à coups de bâton de bambou. L'entraînement physique était encore plus humiliant. Sporus dut apprendre à marcher avec la grâce et le balancement des femmes de l'aristocratie romaine. Ses instructeurs lui attachèrent des poids aux chevilles, placèrent des barres métalliques dans le dos et lui apprirent à bouger ses mains avec une délicatesse artificielle. Mais l'aspect le plus dégradant était l'entraînement à l'intimité. Néron avait ordonné à Sporus d'apprendre toutes les techniques de séduction qui avaient caractérisé Poppée. Les professeurs utilisaient des manuels graphiques pour lui apprendre comment se comporter dans la chambre impériale, comment bouger son corps mutilé pour créer l'illusion de la féminité. Les préparatifs de la première apparition publique durèrent 6 mois.
Les artistes impériaux s'efforcèrent de créer une apparence physique identique à celle de l'impératrice défunte. Cela impliquait des opérations de chirurgie esthétique primitive, des traitements chimiques pour éclaircir sa peau et des techniques de maquillage qui nécessitaient des heures chaque matin. Ses cheveux étaient teints au safran et alors moulus jusqu'à atteindre la couleur blond doré de Popée. Sa garde-robe était des plus élaborées, des robes de soie teintées de pourpre tyrien, brodées de fils d'or et ornées de perles et de pierres précieuses. Mais pour Sporus, chaque vêtement était une camisole de force qui le maintenait prisonnier de sa nouvelle identité forcée. Lorsque le moment de sa présentation publique arriva enfin, Sporus était si profondément transformé que ceux qui connaissaient l'enfant originel eurent du mal à le reconnaître. Physiquement, il avait acquis une ressemblance troublante avec Popée, mais psychologiquement, il avait perdu à jamais la capacité de savoir qui il était vraiment. La farce atteignit son paroxysme lorsque Néron décida d'épouser publiquement Sporus. En 66, lors d'une cérémonie défiant à la fois la loi romaine et la raison humaine, l'empereur épousa le garçon castré devant un parterre de dignitaires terrifiés. Les préparatifs étaient plus élaborés que certaines campagnes militaires. Des invitations étaient envoyées à toute l'aristocratie de l'Empire par décret impérial. Refuser aurait été une trahison. Sporus a été préparé pendant des semaines, bain au lait d'ânesse, massage aux huiles aromatiques, masque pour le visage à base de perles moulues. La robe de mariée alliait opulence impériale et méchanceté. Confectionnée en soie blanche brodée d'or, ornée d'émeraudes et de perles, elle était si lourde que Sporus pouvait à peine marcher. Le voile, qui avait appartenu à Popée, avait conservé son parfum d'origine, créant une atmosphère fantomatique. Le jour de la cérémonie, les invités emplirent le palais d'une fascination morbide et d'une terreur politique. Sporus descendit l'allée avec une grâce mécanique, mais ceux qui osèrent le regarder en face purent percevoir le vide de celui qui avait cessé d'habiter son propre corps. La cérémonie se déroulait selon les rituels traditionnels avec une précision inquiétante. Les prêtres prononçaient les bénédictions sous la menace de mort. Des musiciens jouaient des mélodies nuptiales sous le regard des invités, plongés dans un silence de mort. C'était comme si les morts étaient revenus pour participer à la folie des vivants. La nuit de noces fut le point culminant de cette dégradation systématique. Sporus fut conduit dans la chambre impériale, décoré exactement comme au temps de Popée. Néron avait méticuleusement recréé chaque détail de son ancienne vie conjugale, utilisant le corps mutilé de Sporus comme support d'un fantasme défiant toute logique et toute morale. Les mois suivants instauraient une routine conjugale qui tenait à la fois du théâtre et d'une torture psychologique permanente. Sporus était tenue de se comporter en impératrice légitime, participant aux cérémonies officielles et recevant des délégations étrangères. Sa présence contribua à normaliser pour le peuple romain une conception du mariage qui violait toutes les traditions de l'Empire. L'année 68 vit les premières fissures sérieuses dans le règne de Néron, rébellion en Gaule et en Espagne, mécontentement de l'armée et conspiration grandissante au Sénat. Pour Sporus, isolé dans la bulle dorée du palais, ces événements n'étaient que de lointaines rumeurs. Néron, confronté pour la première fois à de sérieux défis, devint encore plus dépendant du fantasme qu'il avait créé avec Sporus. Les longues heures qu'il consacrait auparavant aux affaires de l'État étaient désormais passées avec sa femme, cherchant du réconfort dans cette relation artificielle. Son comportement envers Sporus devint erratique et possessif, sa jalousie se transforma en paranoïa. Sporus était pratiquement confiné dans les appartements impériaux, privé de tout contact humain authentique. Néron avait décidé que sa création était trop parfaite pour être partagée. Les nuits devenaient particulièrement pénibles. Néron soumettait Sporus à des interrogatoires obsessionnels sur ses pensées et ses sentiments. Il voulait être constamment rassuré par un amour sincère, la confirmation qu'il était le seul homme de sa vie. Ces séances pouvaient durer jusqu'à l'aube. En mars 1968, la nouvelle finale arriva, Galba avait déclaré la rébellion et marchait sur Rome. Le Sénat commença à s'organiser pour destituer l'empereur. Pour la première fois, Néron se retrouva confronté à la possibilité réelle de perdre le pouvoir. Sa réaction fut caractéristique, au lieu d'affronter la crise, il s'enfonça dans ses fantasmes. Il décida de fuir avec Sporus en Égypte, où il pourrait vivre comme mari et femme, loin des responsabilités impériales.
Cette fuite ne se concrétisa jamais. En juin 1968, les forces de Galba étaient proches de Rome et le soutien à Néron s'était évaporé. Le Sénat déclara l'empereur ennemi public. C'était la fin du règne de Néron, et avec elle l'effondrement du monde artificiel bâti autour de Sporus. Les derniers jours furent une descente vers la folie totale. Néron s'accrochait à Sporus avec un désespoir violent, mais même sa femme artificielle commençait à lui paraître irréelle. Sporus, pour la première fois depuis des années, ressentit une sorte de libération, pressentant que la mort de Néron signifierait aussi la fin de la farce qu'avait été sa vie. Le 9 juin 68, Néron se poignarda en murmurant « Quel artiste meurt avec moi ?» Par cette phrase, non seulement sa vie prit fin, mais aussi l'univers artificiel construit autour de Sporus pendant 4 ans. La mort de l'empereur signifiait l'effondrement d'une réalité entièrement inventée. Sporus l'apprit lorsque les prétoriens débarquèrent pour arrêter les collaborateurs de l'empereur déchu. Sa réaction fut étrangement calme, contrastant fortement avec la panique des autres courtisans. C'était comme si la nouvelle ne le surprenait pas, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Sans Néron, Sporus était devenu une anomalie vivante que personne ne savait comment gérer. Il n'était pas légalement une personne, mais il n'était pas non plus un objet dont on pouvait se débarrasser. Son existence même témoignait des excès de Néron, une preuve embarrassante que le nouveau régime préférait éliminer discrètement. Othon, qui avait brièvement pris le pouvoir après la mort de Néron, décida de revendiquer Sporus comme partie de son héritage impérial. Peut-être par curiosité morbide, peut-être par désir pervers de posséder la création la plus célèbre de son prédécesseur, il ordonna que Sporus soit transféré dans son palais. Mais le nouvel empereur n'avait pas l'obsession malsaine de Néron pour entretenir l'illusion de Popée. Pour Othon, Sporus n'était qu'un objet exotique, un divertissement occasionnel qu'il exhibait devant ses invités pour démontrer son contrôle sur les vestiges du régime précédent. Cette nouvelle situation s'avéra encore plus dégradante que la précédente. Sous Néron, il y avait eu, au moins, l'illusion d'être aimé, avec Othon, Sporus devint un simple spectacle. Les mois sous le nouveau régime furent les plus solitaires de son existence. Il n'avait même plus la compagnie constante et redoutable de Néron. On l'ignorait des jours durant, on ne se souvenait de lui que lors d'un banquet. Son univers se réduisait à une pièce du palais, où il passait des heures à se regarder dans un miroir, cherchant en vain la moindre trace de celui qu'il avait été avant de devenir l'obsession d'un empereur fou. Par une nuit sans lune de l'an 69, alors que le palais dormait et que les gardes avaient relâché leur vigilance, il trouva un moyen de mettre fin à une existence qui avait cessé d'être la vie depuis longtemps. Certains disent qu'elle s'est jetée d'une haute fenêtre du palais. D'autres affirment qu'elle s'est empoisonnée avec une dose massive des mêmes onguents qu'elle utilisait pour préserver son apparence féminine. La version la plus crédible suggère qu'il s'est tailladé les poignets avec un rasoir, mourant lentement en regardant son reflet dans le miroir, voyant peut-être pour la dernière fois le visage qui avait été à la fois sa beauté et sa malédiction. Son corps fut retrouvé à l'aube par un serviteur. Il n'y eut ni funérailles ni cérémonie. Il fut enterré silencieusement dans une fosse commune, sans nom ni épitaphe. L'enfant né sans identité et ayant vécu sous une fausse identité est finalement mort, ne laissant aucune trace de son passage dans le monde. Sans mère, sans père, sans véritable nom, sans masculinité, sans féminité, sans humanité, sans passé, sans avenir, sans présent qui lui appartiennent véritablement. Ainsi vécut et ainsi mourut Sporus, la création la plus parfaite et la plus monstrueuse du pouvoir absolu romain. C'est l'histoire d'un garçon acheté comme un objet et mort comme un objet après avoir passé ses dernières années comme le jouet vivant de 2 empereurs successifs. Il n'a été victime ni de la guerre, ni de la maladie, ni du destin. Il fut victime de quelque chose de bien plus terrible, la capacité humaine à réduire un autre être humain au rang d'objet. Sporus ne fut ni le premier ni le dernier à subir un tel sort dans la Rome impériale, mais son histoire demeure l'exemple le plus extrême de l'ampleur de la cruauté lorsqu'elle s'accompagne d'un pouvoir absolu et d'une absence totale de limites morales. Des siècles plus tard, lorsque les historiens décriront les excès de l'Empire romain, le nom de Sporus apparaîtra en note de bas de page. Une curiosité historique, un détail pittoresque de la folie néronienne, mais sa véritable histoire, celle du garçon qui perdit son humanité pour nourrir les fantasmes d'un monstre couronné,
restera trop douloureuse pour être racontée sans larmes. Et si cette histoire vous émeut, si quelque chose en vous s'émeut à la pensée de leur sort, rappelez-vous qu'aujourd'hui encore, dans un coin du monde, il y a des enfants dont la beauté fait d'eux des victimes, dont la vulnérabilité fait d'eux des cibles pour ceux qui ont le pouvoir sur leur vie. Parce que l'histoire ne meurt pas, elle change simplement de forme, en attendant que quelqu'un ait le courage de la reconnaître et de l'arrêter avant qu'elle ne se répète.